salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Dernier film, lui je l'avais laissé à part, c'est pour ça que j'ai fait une petite coupe au montage comme ça. Dernier film dans les films à twist que j'avais vraiment beaucoup apprécié à l'époque, c'est Scream en 1996 de Wes Craven, scénario original à l'époque de Kevin Williamson, qui a percé en fait grâce à Scream, et après il a fait d'autres films l'été, je sais plus c'est quoi. Ouais, comment ça s'appelait, machin d'été, en tout cas il y avait été dedans, je m'en souviens plus. Que j'avais vraiment pas aimé en fait finalement. Le seul film que Kevin Williamson a réussi à écrire de manière quasi parfaite, c'est Scream, parce qu'il a pris le temps de l'écrire, je te dirais, je pense. Et les autres films, c'est juste des recompositions de ce film-là, du premier Scream. Alors 7.3 sur 10 sur IMDb, évidemment. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que ça reprend et ça redynamise des slasher movies. On n'est plus du tout dans la même technique que le premier Halloween, par exemple, de John Carpenter, qui était un des pères des slasher movies, hein, il ne faut pas se le cacher, hein. Moderne, on va dire. Quand même, le film date de 78, mais là, réellement, du renouveau. Donc là, on a des références à des films comme Halloween, d'ailleurs, qui est d'ailleurs diffusé dans le film, à un moment donné, il le regarde. On a des manières de faire, on a des blagues, on a beaucoup de choses qui sont en rapport. On a surtout une tension qui est très bien maintenue et très bien construite dans le film. Cette angoisse qui, en fait, est construite petit à petit, avec un tueur qui bizarrement devient comme une sorte d'icône quelque part, qui détruit les rouages de la société. Et on comprend à la fin que ce sont finalement des psychopathes. Alors l'avantage de donc on est un petit peu dérouté en tant que spectateur finalement, quelque part, je te dirais. Et on se sent mieux, parce qu'on se dit « Ah, on aimait bien le tueur et tout, c'était cool », mais finalement à la fin on se rend compte « Non mais c'était pas cool ». C'était pas cool du tout, c'était pas une bonne idée, c'était vraiment pas exceptionnel. Et en fait, ok, le tueur est charismatique, un petit peu à la Freddy si tu veux, mais ça reste quand même un psychopathe. Ce qui est intéressant à la fin de ce film-là, c'est justement le retournement de situation où le tueur n'est pas qu'une personne, mais deux personnes. Donc si tu l'as pas vu, encore une fois, tout bad, je te le dis depuis le début de la vidéo, fait que va voir les films. Donc deux personnes. Et si tu regardes le film, moi je l'avais vu 1 million de fois quand le film était sorti, si tu regardes le film à nouveau, tu te rendras compte qu'effectivement les deux acteurs qui jouent les tueurs, on les voit et on voit qu'ils communiquent par des langages corporels notamment, ou la manière même de parler, parce qu'ils savent ce qu'ils font comme exaction. Ce que le spectateur ne sait pas, les autres personnages non plus. Donc il y a plein de scènes comme ça. Si tu prends par exemple la scène du vidéoclub avec Jamie Kennedy, ils se regardent ensemble et ils font des blagues ensemble, parce qu'en fait ils communiquent ensemble. Et tu te rends compte quand tu le regardes une deuxième fois. Aucun intérêt, je te dirais, à regarder Scream 2, 3 et 4, parce que c'est juste en fait, c'est d'essayer de savoir qui va être le tueur. On sait après qu'il n'y en a pas un mais deux, des fois même, des fois il n'y en a qu'un, donc non, il y en a toujours deux. Donc finalement c'est pas extraordinaire. Il me semble dans le 4 c'est juste une fille. Je les ai tous regardés, j'ai pas trouvé ça réellement extraordinaire honnêtement. Et on fait une série télé, j'ai aucune idée de ce que la série télé donne, parce que j'étais très fatigué en fait après les 4 films. Pour moi, il y a juste un Scream, c'est juste le premier. Il a été repris de manière parodique par la suite, parce que, encore une fois, c'est un film qui est devenu cliché, je te dirais, malgré lui, mais qui, à l'époque, quand il est sorti, extraordinaire. Et en plus comique. Donc, tu as tout un aspect qui est drôle, mais qui en même temps fait peur. Donc pour moi, un classique, pour moi, un grand film, si tu me demandes mon avis. Petite nouvelle, comme ça, par rapport à Scream, quand même, si tu veux le savoir, c'est quand même intéressant. Il va y avoir un Scream qui va sortir en 2022. Le tournage vient de se terminer, donc on est réellement dans la période de montage, avec Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette qui reprennent leur rôle dans ce film-là. Ça va être un film de Matt Pettilini-Olpin et Tyler Gillette. Si tu ne sais pas qui c'est, en fait, c'est des gars qui viennent pas mal, comme beaucoup, des courts-métrages, qui ont fait des courts-métrages qui étaient quand même à succès, et qui, pour leur premier long-métrage, ont fait le film Ready or Not, qui est sorti en 2019 avec Samara Weaving, qui je n'ai pas vu encore, que je vais m'empresser de regarder, et qui, paraît-il, est quand même, pour certaines personnes, un petit bijou. Paraît-il que ça serait un petit bijou. La manière dont c'est fait, la manière dont c'est construit, et le côté un petit peu, je te dirais, comique, mais en même temps assez gore, assez violent. Donc j'ai hâte de voir ce film-là. Peut-être que je vais aimer, peut-être que j'aimerais pas, je ne sais pas, je ne vais pas en parler.
Mais c'était pour te dire que c'était eux les réalisateurs de ce film-là qui vont faire le nouveau Scream. Donc si tu as vu ce film-là, ça va te donner une idée dans quel univers on va tomber par rapport au nouveau Scream, dont la sortie est prévue pour 2022, qui n'est pas un reboot, qui est réellement une suite des 4 premiers opus. Alors ensuite, les mauvais films, donc j'en ai noté quelques-uns, il y en a un paquet c'est certain, mais des films qui m'ont vraiment, plus ou moins récemment quand même, touché par rapport à la particularité qu'ils étaient quand même très mauvais, surtout à la fin. Tusk de Kevin Smith 5.3 avec Justin Long, Michael Parks qui est un très très grand acteur, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans plusieurs films de Tarantino, si je pense notamment à Kill Bill. Harley Joel Osment. Alors bon, d'ailleurs Michael Parks, il avait joué dans, je pense que c'était Red Dawn que ça s'appelait, je me souviens plus comment ça s'appelait, film aussi de Kevin Smith qui était basé sur l'espèce de secte qui est restée dans une maison. Il y avait eu une attaque, il avait repris un petit peu l'histoire de Waco, je pense qu'il l'avait un petit peu modifié. C'est un super bon film celui-là, donc comme quoi il est capable. Tusk, c'est très mauvais, c'est un film que j'ai absolument détesté du début à la fin. Je n'ai absolument pas compris l'histoire, je n'ai absolument pas compris pourquoi quelqu'un voulait raconter cette histoire. C'est une histoire qui est horrifiante et qui ne fait aucun sens. Alors c'est issu de son podcast, parce que Kevin Smith a un podcast où il balance comme ça avec les auditeurs des tas d'idées qui sont plus ou moins hallucinantes, et qui s'est dit bon bah ça va faire des bons films. Il est parti sur cette idée-là de faire des films par rapport à ses podcasts. Donc il en a fait 2-3 et finalement il a fini par arrêter parce que les films sont plus mauvais que les uns que les autres. Le film a été tourné en 15 jours, donc ça explique peut-être un petit peu pourquoi il est bâclé, je te dirais, en gros. C'est l'idée que ça donne. La fin du film ne fait aucun sens. Alors je te laisse regarder le film si tu veux le voir, mais aucun être humain n'accepterait d'être dans cette situation-là. C'est complètement ridicule. Ça fait absolument aucun sens. Aucun sens. La suite de ce film-là qui s'appelait Yoga Yoser en 2016, j'ai fait l'impasse littéralement. Le film il notait 4 sur IMDb, c'est horrible. C'est avec sa fille, Harley Quinn Smith, il l'a appelée Harley Quinn, et Depp, la fille de Johnny Depp, j'ai oublié son prénom. Donc voilà, c'est les deux héroïnes parce qu'elles reprennent leur rôle qu'elles avaient dans Tusk, où elles travaillent dans un dépanneur, comme ça, un petit magasin d'appoint au Canada. C'est grossier et mal fait. Tous les gens qui ont vu le film m'ont dit ça, que je connais. Et j'ai regardé sur internet et j'ai eu que des commentaires là-dessus. Donc, d'après moi, c'est pas une bonne idée. Mais l'idée vient de Tusk, c'est Tusk qui m'intéressait et dans ma vidéo là en ce moment. Et Tusk est mal fait et la fin est complètement absurde et idiote. Aucun être humain n'accepterait ça, c'est complètement stupide. Star Wars Rise of Skywalker en 2019 de J.J. Abrams, avec Daisy Ridley qui reprenait son rôle, Oscar Isaac, Ian McDiarmid notamment, John Boyega. J'ai détesté les nouvelles trilogies Star Wars parce que, contrairement aux vieilles trilogies Star Wars, la première vraie trilogie, Le Retour du Jedi, L'Empire contre-attaque, A New Hope, Return of the Jedi, bref, là il y avait, même si ça n'avait pas été fait exprès, il y avait quand même une continuité narrative qui se tenait au fur et à mesure avec des twists, notamment dans The Empire Strikes Back, L'Empire contre-attaque. Tu apprends que Dark Vador est le père de Luke Skywalker, tu ne savais pas, tu ne l'avais pas vu venir, mais effectivement, ça n'avait pas été écrit comme ça au départ et ça s'est acheminé, mais ça s'est bien emboîté comme ça dans la narration au fur et à mesure jusqu'à la fin du Retour du Jedi. Là, non. Le premier de Force Awakens, je pense que ça s'appelait, le premier, je pense que c'est ça, je me souviens plus. Et puis là, c'est Rise of the Force ou je sais pas quoi. Non, là, c'est Rise of Skywalker. Je sais plus le deuxième, comment il s'appelait. Bon, on s'en fout, on n'est pas là pour les titres des films. Le premier reprenait New Hope. Donc c'est quasiment le même scénario. Le deuxième, on n'avait strictement aucune idée où est-ce qu'on s'en allait, avec des batailles à la fin de vaisseaux spatiaux qui sont interminables, mais c'est interminable. Et alors le dernier, alors là c'est la cerise sur le pompon. Alors on a un méchant qui est Scud, ou je sais plus c'est quoi son nom, Skull, je m'en souviens plus, qui a aucune histoire en arrière de lui pendant le film. Donc on ne sait pas d'où il vient ni pourquoi il est méchant, ce qui n'est pas le cas de l'Empereur par exemple, dans la première trilogie, et même la trilogie suivante, le 1, 2, 3. Donc on sait un petit peu c'est quoi ses exactions et ses attentes en arrière. Lui on n'a aucune idée, il est juste là, il est méchant, point, voilà, on ne nous en dit pas plus. Et finalement il meurt, pour laisser la place dans Rise of Skywalker à Ian McDiarmid qui revient en Empereur.
c'est complètement inutile, ça fait aucun sens. Le gars, ça fait 31 ans qu'il serait là sans faire parler de lui, là d'un coup il fait parler de lui, on ne sait pas trop pourquoi. Le type est quand même censé être mort, je le rappelle, et quand même d'une belle mort. Donc là, après ça, on parle, ouais, mais ça serait peut-être un clone, ça serait bon, alors c'est tiré par les cheveux, c'est pas nécessairement expliqué dans le film. Il est relié à une machine parce qu'il n'est pas capable de réellement s'auto-alimenter. Ceci étant dit, c'est un petit peu logique parce que le gars aurait 118 ans. Si tu vas chercher sur internet son âge, 118 ans, il n'y a pas beaucoup d'humains. C'est quand même un humain à la base, ce gars-là. Il n'y a pas beaucoup d'humains qui se rendent jusque-là. Donc même en étant un site et tout, c'est un petit peu compliqué. Bon, pourquoi il n'était pas là depuis le début du film? C'était pas lui le méchant en arrière, on comprend pas trop. L'autre méchant est mort à un moment donné, on sait pas trop pourquoi. Ben devient gentil, on s'y attendait, mais il tue son père, qui est excessivement méchant. Finalement, il devient gentil. Rien ne fait de sens. Le twist à la fin est tiré par les cheveux et il n'y a aucune explication à ce twist-là. Donc non, pour moi, c'est pas un bon film. Désolé, et surtout la fin. The Dark Knight Rises en 2012, qui est noté 8.4 sur 10 sur IMDb, mine de rien, de Christopher Nolan, avec Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, notamment dans ce film-là, mais il y a plein de monde là-dedans. Michael Caine aussi, il y a Morgan Freeman, etc. etc. Cillian Murphy. Cillian Murphy que j'aime beaucoup, ma conjointe aussi. Ça, c'est un film que j'ai trouvé inutile, The Dark Knight Rises. Tu connais mon point de vue si tu suis un petit peu la chaîne. Pour moi, c'est Batman Begins. Après ça, il n'y a pas trop d'autres Batman, mais quand même, j'ai donné une chance au deuxième, surtout en le regardant sous la perspective du Joker. Je trouve ça un petit peu moins mauvais, mais c'est quand même pas ma tasse de thé. The Dark Knight Rises, j'ai rien trouvé de bon dans ce film-là. Pour moi, c'est trop long. Beaucoup de scènes d'action qui sont relativement inutiles dans le film. C'est très cliché. Les dialogues sont clichés. Les dialogues sont excessivement clichés, ce qui n'était pas le cas de Batman Begins. Donc c'est relativement décevant. La fin du film, le twist que personne n'a strictement rien compris. Voilà, j'ai été les chercher sur internet. Alors Christian Bale, récemment, le film date de 2012 quand même, a dû intervenir pour expliquer qu'à la fin, non, mais je suis Batman et je suis quand même vivant, quoi. Il a fallu qu'ils le disent parce que les gens ne le savent pas. Est-ce que ce qu'on voit, la scène finale est vraie? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est le rêve du personnage d'Alfred, de Michael Caine, qui se dit et si ça s'était passé comme ça, on serait dans cette situation-là? Ou est-ce que c'est la réalité finalement qu'on voit alors que c'est narré par le personnage d'Alfred? C'est là qu'on n'en avait strictement aucune idée. Batman est censé exploser dans une espèce de vaisseau spatial, là qu'il a, cette espèce de vaisseau qu'il utilise au-dessus de Gotham pendant une petite partie du film. Il s'enfuit à un moment donné avec cet appareil-là. Non, ils disent non, regardez, quand on fait un arrêt sur image, on voit la corde, il est au bout, il aurait sauté dans l'eau. Ouais, ok, d'accord, mais c'est tiré par les cheveux, il faut être précis et clair dans un film, sinon moi je comprends rien. Non, j'ai pas aimé ça, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai trouvé ça inutile. Un twist, encore une fois, tiré par les cheveux. D'après moi, ça a été écrit à la va-vite, comme ça, peut-être même sur le tournage, va savoir. Et je terminerai avec Highlander 2, The Quickening, donc la suite du grand Highlander en 1986 de Russell Mulcahy. Là, c'est la suite qui était sortie en 1991, qui reprend notamment Christophe Lambert, Sean Connery qui reprend le rôle. Et oui, Sean Connery qui est quand même mort hein, dans le premier, mais qui revient. Va savoir. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Virginia Madsen et Michael Ironside. Le film, 4.2 sur 10 sur IMDb, c'est une horreur absolue. Beaucoup de monde se sont demandé pourquoi avoir fait une suite en fait à Highlander. C'était inutile. Ensuite, une série télé est venue se greffer à ça. Finalement, il y a eu d'autres films, Highlander 3, The Sorcerer, hein, le sorcier, et Highlander 4, The Source ou The Code, je ne sais plus exactement c'était quoi le nom, The Source, il me semble. 2007, il me semble de mémoire, qui était lui inspiré directement de la série télévisée avec Adrian Paul qui prenait le rôle de Duncan MacLeod. Donc, on est là pour parler d'Highlander 2, The Quickening, un film que j'ai été voir au cinéma en 1991. Oui, je ne suis pas si jeune que ça. J'avais vraiment hâte de voir ce film. Bah, j'étais jeune quand même à l'époque, mais j'avais hâte de voir ce film-là parce que le premier Highlander faisait partie clairement de ma filmographie, un film qui pour moi était relativement parfait avec la musique de Queen et tout, c'était vraiment cool. Donc, on a hâte de voir la suite. Finalement, la suite est complètement ratée. L'histoire du film est incohérente. Le twist, en fait, du film, c'est la fin de Highlander 1 serait expliquée dans le 2, et le 2 serait le twist de la fin du 1. Ça serait ça l'idée. Alors avec une planète Zeist, avec des extraterrestres qui en fait, ce seraient eux les immortels, qui auraient décidé de venir directement sur la Terre, à savoir que Sean Connery et Christopher Lambert, leurs personnages, se connaissaient sur la planète Zeist avant, alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout dans Highlander, ils font la connaissance au fur et à mesure. Donc voilà, ils se rencontrent, ils font connaissance, etc. Donc beaucoup de choses comme ça qui sont très incohérentes, que ça ne fonctionne pas vraiment.
Pour anecdote d'ailleurs, Christophe Lambert n'avait pas le choix de revenir parce qu'il avait signé un contrat à la fin, comme ça se passe à Hollywood, du premier Highlander au cas où des suites soient faites pour pouvoir reprendre le rôle. Donc il n'avait pas le choix de reprendre le rôle. Il a voulu quand même canceller, donc annuler son contrat avec des avocats. Et il a donné comme obligation que Sean Connery revient. Sinon, il s'en allait en procédure parce qu'il s'était bien entendu, soi-disant, avec Sean Connery dans le premier Highlander. La production a accepté, d'où le fait que Sean Connery revient dans le film, alors qu'en théorie, il devrait être mort dans le premier, mort et rate à mort. Il n'est pas censé revenir. Michael Ironside a dit que c'était un Sean Connery, Christophe Lambert, Michael Ironside, Virginia Madsen aussi qui joue là-dedans, ont tous dit que c'était un film qui était horrible quand ils ont lu le scénario. Mais ils se sont dit, bon, c'est un essai, on va voir, on va jouer un rôle quand même dedans, essayons de jouer le rôle du mieux qu'on peut. Michael Ironside, à l'époque, n'avait pas réellement joué un méchant de cette envergure-là. Il avait déjà joué des méchants, mais pas de cette envergure-là. Donc lui s'était dit, bon ben voilà, je vais mettre tout ce que je peux mettre dans un méchant, voir comment est-ce que je peux agrémenter tout ça pour faire le méchant le plus réaliste possible. Il faut te dire que Sean Connery a tourné, je pense, ses 8 jours de tournage, puis il a été payé 3,5 millions pour 8 jours. C'est quand même pas beaucoup. Pas beaucoup de jours, mais c'est beaucoup d'argent. Donc, bon, voilà, le film... Alors, Russell Mulcahy n'était pas content non plus, parce que le film est sorti avec ce qu'on appelle un theatrical cut. Ça veut dire que les producteurs ont coupé le film eux-mêmes, ont monté le film eux-mêmes pour certaines parties. Donc il a sorti un autre film qui s'appelle Highlander 2 Renegade, qui est le director's cut, donc sa version à lui, que j'ai vue. Et honnêtement, ça change rien, c'est quand même la même histoire. Il y a quelques éléments qui ont été rajoutés qui expliquent un petit peu plus la narration, mais l'histoire reste la même, elle reste identique. Donc, non, strictement aucun intérêt. Mon point, alors le film est haï, détesté par la communauté, par les gens qui adorent Highlander et qui trouvent que c'est un film culte. C'est sûr que Highlander 2 est détesté, royalement détesté. Moi, si tu me demandes mon avis, j'ai pris du recul par rapport à ce film-là. Je trouvais que ça aurait été un bon film si ce n'était pas incorporé dans la narration de Highlander. Si ça avait été un film différent, ça aurait été pas mal, je pense. Il aurait fallu que ce ne soit pas du tout connecté en fait à la narration d'Highlander, que ce soit entièrement différent. Le film me faisait beaucoup penser à un autre film dont j'ai oublié le nom, Dark City d'Alex Proyas. C'est-à-dire qu'on est réellement dans Highlander 2 dans une cité, et celui-là avait été fait avant Dark City, puisque Dark City est sorti en 98, si je me souviens bien. Donc ce film-là est quand même fait dans une cité où il fait nuit tout le temps, puisque tu sais que tu as un bouclier qui protège la couche d'ozone dans Highlander 2, donc il fait tout le temps nuit et ça reprend un petit peu les mêmes idées, tout est sombre, tout est noir. La planète Zeist, elle, c'est plus le désert, ça reprend un peu les idées de Dune, un peu comme ça. Donc il y a quand même des idées là-dedans que je trouvais relativement cool. Il y a une production, le film a été tourné en Argentine, il y a une production quand même aussi et des effets quand même d'argent. Tourner en Argentine, ça coûtait rien, donc du coup ils ont pu mettre beaucoup d'argent dans des effets spéciaux, dans des décors, il y a beaucoup d'efforts au niveau des décors. Donc il y a quand même quelque chose dans ce film-là que je trouve intriguant et très intéressant, mais il n'aurait pas fallu qu'il soit connecté à l'univers d'Highlander. C'est ça mon point, c'est ça mon avis. Si tu le mets en dehors du niveau d'Highlander, ça aurait pu faire un film moyen, mais quand même pas mal, le moyen. Mais avec l'univers d'Highlander, effectivement, 4 sur IMDb, quoi. C'est pas... Non, il fallait pas faire ça. Laisse Highlander où il est. Donc ça, c'était mes mauvais films. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est encore une fois une vidéo que je pensais qui allait être courte et finalement je parle sur les twists du cinéma, c'est le sujet que j'avais choisi. Je trouvais que ça allait bien avec la vidéo précédente qui parlait justement des clichés. Et finalement ça va être long. Mais peu importe, c'est plein de films comme ça qui m'ont marqué, des bons films comme les mauvais, je te dirais. C'est tous des films que j'ai vus. Et voilà, ça m'a quand même pas mal marqué. Donc... je trouve ça intéressant d'en parler et d'en faire une vidéo et de le partager avec tout le monde. Là-dessus, on va faire la conclusion. Donc, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, un petit pouce bleu. Bah, ça fait toujours plaisir. Je vais te mettre le podcast, comme d'habitude, dans la description. Tu pourras aller le voir si tu veux m'écouter parler pendant des heures de cinéma. Toujours pas de nouvel épisode, peut-être un jour. On ne désespère pas. Peut-être que je vais trouver le temps à un moment donné de le faire. Et on se dit à la prochaine. Ciao, bye. Non. Je connais plus ces chansons. Ciao, bye. C'était, hein? C'était...
C'était pas très. Hein, ça manquait de Ta, dynamique. Ouais. ta, ta, ta.